à l'échographie d'un sac gestationnel et avec une histoire abortive, elle fait partie donc de cette définition selon les recommandations de l'ECHRE 2017 et les recommandations de la SRL. Pourquoi deux et non pas trois et non pas quatre? En fait, cette étude a montré que les étiologies sont les mêmes des trois groupes. 1020 patientes ont été réparties sur trois groupes. Le premier groupe, on a commencé l'exploration à partir de la deuxième perte fœtale, le deuxième à partir de la troisième perte fœtale et le troisième groupe à partir de la quatrième perte fœtale. Donc, les étiologies sont les mêmes. Il n'y a aucune différence significative entre les trois groupes. Donc, pourquoi ne pas commencer déjà l'exploration à partir de la deuxième perte fœtale? Pourquoi priver la patiente d'une éventuelle thérapie afin de prévenir le risque de récidive, sachant déjà l'âge maternel est les plus avancé. L'âge maternel, c'est un facteur majeur d'infertilité, mais aussi un facteur majeur de perte fœtale. Le risque de récidive d'une perte fœtale après l'âge de 40 ans, elle est estimée à 50%. Donc, la perte fœtale à répétition représente 1 à 2% des grossesses. On parle de perte fœtale précoce lorsque l'âge est inférieur à 10 semaines d'aménorrhée. Plusieurs facteurs de risque sont donc responsables de cette perte fœtale à répétition, mais le principal et le facteur de risque majeur, c'est l'âge maternel avancé après l'âge de 40 ans. Le risque de récidive, elle est estimée à 50%. Les autres facteurs de risque, l'obésité maternelle, la consommation donc de tabac, d'alcool et bien sûr le stress. Plusieurs étiologies sont incriminées dans la perte fœtale à répétition. En fait, on va aborder dans cet exposé les anomalies utérocervicales qui représentent 30% des étiologies de perte fœtale à répétition, donc le 1/3 des étiologies. D'ailleurs, l'ECHRE en 2017 recommande 3 bilans de première intention. Premièrement, les anticorps antiphospholipides. Deuxièmement, un bilan thyroïdien avec dosage TSH et les anticorps antiperoxydase. Et bien sûr, une très bonne exploration de la cavité utérine avec échographie 3D. Les anomalies utérines, il y a deux types d'anomalies. Il y a les anomalies congénitales et les anomalies acquises. Plutôt, c'est les anomalies congénitales qui sont responsables de cette perte fœtale à répétition, dont la prévalence elle est estimée entre 7 et 28%. Les malformations utérines, il y a plusieurs classifications qui sont proposées, mais les deux classifications les plus utilisées, c'est la classification de l'ECHRE et la classification de la SRL. La classification de l'ECHRE, 0 c'est un utérus qui est normal, le 1 c'est un utérus qui est dysmorphique avec l'aspect honté, le 2 c'est un utérus cloisonné, le 3 utérus bicorne, 4, c'est une hémicavité soit associée ou non à une cavité rudimentaire. Le 5, c'est une aplasie utérine. Et enfin, le 6, c'est une malformation qui est complexe. De même, pour la classification de la SRM, c'est une classification aussi simplifiée. Donc, quelle est la malformation la plus fréquente? C'est plutôt l'utérus cloisonné, avec une prévalence estimée entre 6 et 16%. Plusieurs mécanismes physiopathologiques. Premièrement, déjà, le septum, c'est une structure qui est inadaptée à l'implantation, qui est une structure qui est peu vascularisée. Le deuxième mécanisme, il y a une augmentation de la contractilité utérine. Et le troisième mécanisme, il y a une altération de la qualité endométriale. Comment faire le diagnostic de cette malformation? D'après donc les recommandations des différentes sociétés savantes, l'échographie 2D associée à une hydrosono, c'est l'examen de première intention. Bien sûr, l'EDA, ça sera une échographie 3D, mais malheureusement, n'est pas aussi disponible que ça. La question qui se pose, est-ce que l'hystéroscopie, il est indiqué de première intention, oui ou non? D'après les recommandations de la SRM et le CNGOV, oui, l'hystéroscopie fait partie des examens de première intention. Donc, l'échographie 2D, elle a une sensibilité estimée entre 60 et 80%
pour la détection des malformations utérines. Pour l'échographie 3T, la sensibilité, elle arrive jusqu'à 90%. L'IRM pelvienne n'est indiquée que dans les malformations complexes. À ne pas oublier d'explorer les deux reins en cas de malformation du type 3 et 5, c'est-à-dire utérus bicorne ou en cas d'aplasie utérine. Voici donc cliché d'échographie 3D qui montre l'aspect d'un utérus cloisonné avec une cloison totale. L'aspect d'IRM, c'est une très belle image avec un utérus bicorne bicervical, surtout en coupe sagittale. Le traitement, est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'il y a une indication opératoire? Pour l'utérus cloisonné, oui, il faut faire l'hystéroscopie opératoire avec résection de cloison. Pour les autres malformations, aucune indication opératoire, pas d'indication à une chirurgie d'élargissement. Donc, est-ce que cette chirurgie elle est efficace, oui ou non? D'après cette étude multicentrique, 170 patientes ont été réparties en deux groupes. Groupe perte fœtale à répétition avec malformation utérine avec chirurgie. Deuxième groupe, perte fœtale à répétition, malformation utérine sans chirurgie expectative. Il y a une différence significative en termes de l'augmentation de naissance vivante, chirurgie versus expectative. Par contre, l'effectif, quand même, elle est faible. En attendant les résultats de cette étude randomisée, dont le protocole était bien rétabli dans cet article, en attendant les résultats de cette étude, il n'y a pas assez d'arguments pour confirmer la chirurgie. Donc, sachant que toute chirurgie a des complications, et notamment l'hystéroscopie opératoire, c'est pas un geste anodin. Plusieurs complications, notamment la perforation utérine, risque de déchirure cervicale, risque de synéchie post-opératoire, deux complications obstétricales, risque de rupture utérine au cours des grossesses ultérieures, et il y a une augmentation de taux de césarienne pour présentation dystocique. Comment prévenir ces complications? Premièrement, on peut utiliser l'écoguidage péropératoire pour prévenir le risque de perforation. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'hystéroscopie de second look afin donc de diagnostiquer précocement les complications post-opératoires, surtout la synéchie utérine et bien sûr traiter cette synéchie. Donc, on va passer aux anomalies utérines acquises responsables de perte fœtale à répétition. Plusieurs étiologies sont incriminées. Le fibrome utérin, la synéchie, le polype endométrial, surtout l'endométrite chronique et enfin l'adénomyose. Le fibrome utérin, c'est une tumeur qui est bénigne. Selon la classification de Figo, on distingue plusieurs types en fonction de la localisation par rapport à la muqueuse endométriale et par rapport au myomètre. Plutôt, c'est les fibromes sous-muqueux type 0, 1, 2 qui sont responsables de cette perte fœtale, mais la prévalence, elle est faible, estimée entre 0,5 et 1,3%. Plusieurs mécanismes physiopathologiques. Premièrement, il y a une augmentation de la contractilité utérine. Deuxièmement, il y a une perturbation ou altération de la qualité endométriale, avec une perturbation de la sécrétion de cytokines endométriales. Il y a une altération de la vascularisation endométriale. Et enfin, il y a un état d'inflammation endométriale chronique. Donc, le diagnostic se fait par l'échographie de D3D et surtout l'hystéroscopie diagnostique pour mettre en évidence les présences des fibromes sous-muqueux. L'IRM n'est indiqué que en deuxième intention, essentiellement pour faire la cartographie des lésions. Donc, la première photo à droite, c'est un cliché 3D d'un fibrome intracavitaire et la deuxième, coupe d'IRM avec un utérus polyfibromateux. Le traitement, c'est l'hystéroscopie opératoire polyfibrome sous-muqueux inférieur à 3 cm. Sachant au-delà de cette taille, oui, l'hystéroscopie reste possible, mais en 2, voire en 3 temps. Sachant que le bénéfice de cette hystéroscopie opératoire reste incertain. Le polype endométrial, la prévalence, il est estimée à 1,6 à 6%.
Le diagnostic, il est évoqué par l'échographie avec l'image intracavitaire échogène, surtout la première partie du cycle. L'hydrosono, c'est un examen aussi, il est très important pour le diagnostic de polype endométrial, ainsi que l'hystéroscopie diagnostique. Le traitement, c'est une hystéroscopie opératoire avec polypectomie, mais le bénéfice, il est incertain. La synéchie utérine, la prévalence dans le cadre de perte fœtale à répétition, c'est 1,3 à 9%. Le diagnostic, donc, c'est l'hystéroscopie diagnostique et pas de consensus pour le traitement de synéchie dans le cadre de perte fœtale à répétition. Donc, si on peut résumer un peu les indications opératoires, pour les anomalies congénitales, il faut opérer donc les utérus cloisonnés avec une résection du cloison. Pour les autres malformations, aucune indication opératoire. Pour les anomalies acquises, synéchie, polype, fibrome, il n'y a pas assez de données pour confirmer leur efficacité. Pour le Collège français en 2016, il recommande cette chirurgie, mais c'est un accord professionnel, il n'y a pas assez de preuves. L'endométrite chronique, c'est une pathologie qui est très fréquente, mais malheureusement, elle est sous-estimée. Sa prévalence dans le cadre de perte fœtale à répétition est estimée à 30%. Les mécanismes, surtout l'altération de la qualité endométriale avec une diminution de la réceptivité. Il y a une diminution de synthèse locale de l'œstrogène. Il y a une augmentation de la contractilité. Comment faire le diagnostic? Le diagnostic, il est évoqué par l'hystéroscopie avec l'aspect épithélial de la muqueuse, mais le diagnostic de certitude, c'est une biopsie endométriale. Donc, résultat de la biopsie, il y a deux résultats. Premièrement, l'hystéroscopie, l'histologie qui va montrer la présence des cellules inflammatoires au niveau du stroma endométrial, et il faut systématiquement compléter par l'immunohistochimie. C'est l'expression de CD138. Donc, l'expression de CD138 et la présence des cellules inflammatoires. Donc, on va rétablir un score et faire le diagnostic d'une endométrite chronique. Comment traiter cette endométrite chronique? Donc, plusieurs études ont étudié donc l'efficacité de plusieurs protocoles thérapeutiques. Même il y a des études qui ont contrôlé, ils ont fait une biopsie endométriale de contrôle pour confirmer l'efficacité donc thérapeutique des antibiotiques. Il y a deux protocoles recommandés. Le premier, c'est doxycycline à la dose de 200 mg par jour pendant 14 jours. Et le deuxième, donc l'association lévofloxacine à la dose de 400 mg et métronidazole 500 mg fois 2 par jour pendant 14 jours. L'adénomyose ou l'endométriose interne, c'est vrai que l'adénomyose elle est plus fréquente pour les femmes donc multipares en périménopause entre 40 et 50 ans, mais d'après donc plusieurs études dont le diagnostic de l'adénomyose a été réalisé par une IRM pelvienne, ils ont montré qu'il y a une diminution déjà de taux de grossesse spontanée avec une augmentation de risque de fausse couche spontanée. Le mécanisme, premièrement, il y a le mécanisme physiopathologique. Il y a une altération de la qualité endométriale avec diminution des récepteurs à la progestérone, augmentation de la résistance à la progestérone. Et deuxième mécanisme, augmentation de la contractilité utérine. Le diagnostic, il est évoqué par l'aspect échographique et surtout l'IRM pelvienne, qui montre une augmentation de la zone de jonction plus que 12 mm et présence qu'on appelle des lésions au niveau de l'interface endomètre-myomètre. Cliché, donc, cette cliché d'échographie qui montre des lésions d'adénomyose focale sous forme des zones anéchogènes au niveau de l'interface endomètre-myomètre. Cliché aussi d'IRM qui montre des images liquidiennes au niveau de l'interface endomètre-myomètre. Bien sûr, le diagnostic de certitude, c'est un diagnostic anatomopathologique par pièce, bien sûr, d'hystérectomie. On va passer maintenant aux anomalies cervicales. L'anomalie la plus fréquente, bien sûr, c'est l'incompétence cervico-ismique, qui représente 8% des pertes fœtales entre 16 et 27 semaines d'aménorrhée. Cette incompétence cervicale, c'est une anomalie de la zone de la jonction cervico-ismique, soit elle est secondaire à une atteinte traumatique
ou elle est constitutionnelle avec une altération de la qualité des fibres musculaires. En fait, il n'y a aucune indication ne peut être retenue. Le diagnostic, il est essentiellement clinique et évoqué de façon rétrospective, c'est-à-dire devant des antécédents obstétricaux d'avortement tardif sans douleur, sans métrorragie, sans décollement placentaire ou antécédents d'accouchement prématuré avant 34 semaines d'aménorrhée sans douleur. Aucun examen paraclinique à la recherche d'une insuffisance cervicale n'est recommandé. Donc, l'hystérosalpingographie, pas d'indication. La preuve de bougie aussi, pas d'indication. Comment traiter cette incompétence cervicale? Il y a le traitement chirurgical et le traitement non chirurgical. Le traitement chirurgical, c'est le cerclage. En fait, il y a 3 indications pour faire le cerclage dans le cadre d'incompétence cervicale. Premièrement, l'histoire, donc les antécédents de la patiente, les antécédents d'un ou plusieurs avortements tardifs avec sans douleur, sans métrorragie, sans décollement placentaire. La deuxième indication, les antécédents aussi de dilatation cervicale au 2e trimestre et l'antécédent de cerclage. Deuxième indication, c'est l'examen physique. C'est-à-dire, il y a une modification cervicale au 2e trimestre. Ça, ce qu'on appelle le cerclage à chaud. Troisième indication se base sur l'échographie pour les patientes aux antécédents d'accouchement prématuré avant 34 semaines avec à l'échographie qui est faite avant 24 semaines, longueur du col inférieure à 25 mm. Il y a une indication de faire le cerclage prophylactique. Est-ce que cette technique, elle est efficace? Oui, elle est efficace d'après donc cette méta-analyse, surtout pour l'accouchement prématuré, mais aussi pour les pertes fœtales avant 24 semaines d'aménorrhée. Pour les autres, donc le recours au double cerclage ou ce qu'on appelle avec double fil, pas d'indication et n'améliore pas le pronostic périnatal des grossesses cerclées. Il y a 2 types donc de cerclage. Le cerclage parfois transvaginal, c'est le cerclage de type Sherrodcar et le classique cerclage McDonald. Pas de supériorité pour le cerclage de type Sherrodcar. Par contre, le risque de complication de cette technique, elle est très important. Risque de plaie vésicale et risque de plaie rectale. Donc, si jamais il y a un échec de cerclage de type classique McDonald, il faut faire le cerclage cervico-ismique. Elle est indiquée bien sûr en cas d'échec ou en cas d'accident de trachélectomie. Ce cerclage donc cervico-ismique se fait par voie soit la parotomie, soit par la voie cœlioscopique. Elle doit être réalisée avant donc une grossesse, sinon avant 10 semaines d'aménorrhée. Pour le traitement non chirurgical, il y a plusieurs moyens, notamment le PCR qui a montré son efficacité pour prévenir l'accouchement prématuré et diminuer ce risque. Et deuxièmement, l'utilisation de progestérone par voie vaginale à la dose de 200 mg par jour qui a montré son efficacité pour prévenir le risque d'accouchement prématuré. Donc, en conclusion, la perte fœtale à répétition représente 1 à 2% des grossesses. Les anomalies utérocervicales, c'est le 1/3 des étiologies. Plutôt, c'est les anomalies congénitales qui sont plus incriminées dans la perte fœtale à répétition. Le diagnostic se fait par l'échographie 2D, 3D, plus ou moins hystéroscopie. Pour l'utérus cloisonné, oui, il y a une indication opératoire. Pour les autres malformations et les anomalies acquises, le bénéfice, il est incertain. L'incompétence cervicale, elle est évoquée devant des avortements tardifs sans douleur. Le cerclage par voie transvaginale, pas de différence significative entre les 2 techniques Sherrodcar et McDonald. En cas d'échec de cerclage classique, il faut faire donc le cerclage cervico-ismique, le cerclage bien sûr cervico-ismique par les 2 voies, la parotomie ou cœlioscopie. Et enfin, l'avenir, c'est le traitement non chirurgical, PCR, progestérone. Merci pour votre attention.